Est-ce que vous pouvez imaginer Renault, un grand constructeur qui, au milieu de ses Clio, de ses Espaces et ses Scénic, décide tout d'un coup de faire une voiture de course, sans pare-brise? Et c'est pas pour faire un prototype, pas pour mettre sur un salon quelconque, non, une vraie bagnole, immatriculée, vendue dans le réseau Renault. Et ça s'est passé en 1995. Et c'est l'histoire de la Renault Spider que je vous raconte tout de suite. Le sponsor de cette vidéo, c'est Ovoco. Vous connaissez Ovoco? Ovoco, c'est une place de marché qui référence plus de 2500 casses auto dans toute l'Europe. En gros, si tu as besoin d'une pièce d'occasion pour ta voiture, tu vas sur leur site et tu la cherches, avec ta plaque d'immatriculation ou avec le modèle de ta voiture. Moi, j'aime bien chercher par modèle pour être sûr de pas me tromper. Et tu choisis celle que tu veux grâce aux photos qui te permettent de juger de son état. Et quand tu choisis une pièce, t'amènes des photos de la voiture donneuse pour t'assurer que c'est vraiment la même bagnole que toi. Ensuite, c'est tout simple, tu passes commande et 4 à 6 jours plus tard, c'est livré chez toi. Par exemple, moi sur ma BM, j'avais un souci électronique qui faisait qu'à chaque fois que je m'approchais de la voiture, elle se déverrouillait et je comprenais pas pourquoi. Et ça continuait jusqu'au jour où j'ai un boîtier qui a cramé. Ce boîtier, il s'appelle le boîtier Diversity. Chez le concessionnaire, il vaut un rein, voire 2. Sur Ovoco, 10 balles. 10 €. Du coup, je le commande, rien à perdre, 10 balles. Je me permets même de prendre une livraison express. Ça me coûte un peu plus cher. La pièce arrive, je la monte sur la voiture et hop, réparée. Bon, en vrai, elle était pas réparée parce que ce boîtier Diversity, c'était pas la raison de la panne, mais une conséquence de la panne. Le problème de déverrouillage à chaque fois que je m'approchais, il continuait d'exister. Je me suis rendu compte que la source du problème, c'était les poignées de la voiture. Que j'ai aussi commandé sur Ovoco, elles sont arrivées quelques jours plus tard, je les ai changées, ça prend 3 minutes à faire, et voilà, c'est réglé. Et si jamais en commandant sur Ovoco tu te trompes, par exemple si t'as acheté un turbo alors que ta voiture c'est une Atmo, déjà t'es con, bah tu peux la renvoyer gratuitement et tu peux même être remboursé dans les 14 jours qui suivent ton achat. Ovoco c'est une marketplace, donc en tant qu'acheteur, bah t'es protégé. Et comme on est sympa, grâce au code GDB tu auras droit à 15% de remise sur les frais de livraison. Et ça va assez vite parce que si tu commandes des grosses pièces ou si t'en commandes plusieurs, bah les frais de livraison ils s'additionnent et ils grossissent. Franchement ça fait économiser un temps de dingue, t'as plus besoin de faire le tour des casses de ta région pour trouver besoin, pas besoin d'aller la démonter toi-même. Tu cherches sur le site les photos des pièces que tu vois, c'est les pièces que tu vas recevoir chez toi et t'es livré à la maison. On vous met le lien en description et que vous fassiez vos réparations vous-même ou que vous alliez chez un mécano, essayez le site, vous allez adorer. Début des années 90, on est à l'usine de Dieppe, les grandes années, c'est fini. Non, là, c'est plutôt lugubre. La seule voiture qu'Alpine produit encore, c'est la 610. Elle est censée remplacer la GTA qui était géniale, mais elle est pataude, lourde, pas très belle et elle se vend pas du tout. En même temps, franchement, qui est-ce qui allait acheter une Alpine à 610 quand en face, il y avait Porsche avec sa 911 qui battait tous les records? Et la dure loi du marché a fait son travail de dure loi du marché. En 94, Alpine vend 30 voitures. En 95, 14. Autant vous dire, la fin. Pas de bras, pas de chocolat, pas de vente de la 610, pas de travail pour les ouvriers de Dieppe qui du coup sont mis au chômage technique, et pour les occuper, on leur demande de transformer des Renault Clio en voitures de société. Les gars, ils sont passés de l'invention de la berlinette, cette voiture incroyable, à démonter des banquettes arrière dans des voitures blanches. Ils sont tombés bien bas. Pour Renault, qui était, et qui est d'ailleurs toujours propriétaire d'Alpine, le constat était clair. Alpine, c'est terminé. Mais l'usine est toujours là, et il faut bien qu'on en fasse quelque chose. C'est alors que Louis Schweitzer, PDG de Renault à l'époque, sort une idée de son chapeau. On va construire une petite voiture sportive, pas chère à produire, rentable, qui dégage un petit peu de marge quand même, mais surtout qui donne du sens à cette usine de Dieppe. Ouais, génial, mais... Génial, on va fabriquer quoi en fait? Parce que développer une voiture en partant de zéro, ça coûte excessivement cher. Et à ce moment-là, Alpine, ils savent rien faire d'autre que des grosses GT vraiment pataudes. Une grosse GT comme la 610, je vous ai dit, ça coûterait trop cher à développer. Une petite citadine un peu sportivisée, trop banale. Non, ce dont ils ont besoin, c'est un totem, une voiture vitrine, un ovni capable de ressusciter la passion à Dieppe. Et un jour, pendant une réunion, l'idée émerge. Et si on faisait un Spider? Une voiture petite, légère, radicale et sans compromis. En vrai, cette idée, elle sortait pas de nulle part. Parce qu'en 1990, au Mondial de Paris, Renault avait présenté un concept qui s'appelait le Laguna Roadster, qui ne préfigurait absolument pas la Laguna familiale qu'on connaît, mais qui était une petite barquette sans pare-brise, avec un moteur à l'arrière. Un peu comme... Le Spider, bordel! Sauf que le Laguna Roadster, même s'il ressemble beaucoup à la Spider, c'était un chocard, absolument pas destiné à devenir une voiture de série à la fin. Ni une ni deux, ils s'inspirent du concept de la Laguna Roadster et ils se disent qu'ils vont en faire une voiture constructible, faisable, vendable dans le réseau Renault. Bonne chance! Et le cahier des charges pour faire le Renault Spider, il est très simple. 2 places, un moteur central, propulsion, et c'est tout. Même pas de pare-brise, je vous ai dit. C'est bien beau, mais qui est-ce qui va bien pouvoir leur construire ça? Parce que chez Renault, ils savent faire des petites citadines, des familiales et des monospaces, et chez Alpine, des grosses GT. Là, on parle de faire une voiture de course avec des plaques d'immatriculation. C'est là qu'intervient un putain de génie, un certain Christian Konzen, qui était patron de Renault Sport à l'époque, et Renault Sport, c'était la marque utilisée par Renault en Formule 1. Et à l'époque, en Formule 1, Renault, il cartonnait! Et Christian, il a des bonnes idées, c'est un fin stratège, mais surtout, il connaît quelqu'un, qui s'appelle Daniel Charles. Daniel Charles, c'est un ingénieur obsédé par la performance, la maîtrise des coûts, en vrai, il est super radin
1 et il adore les voitures de course. Daniel, c'est le genre de gars, si tu le prends et que tu le poses dans une casse automobile, tu laisses 2 heures tranquille, tu reviens, il a construit une voiture de course avec ce qu'il a trouvé autour de lui. La preuve, Daniel, à son actif chez Renault, il a la Formule Campus, une monoplace école, bon marché, faite avec uniquement des pièces recyclées du catalogue Renault. Moyeu de Clio, boîte de vitesse d'espace, cloche d'embrayage de R18 et moteur énergie que tu retrouvais sur plein de bagnoles. Tout est pensé pour apprendre à piloter, mais surtout pour être simple, solide et hyper facile à changer. La Formule Campus, c'était une école du pilotage, mais aussi et surtout une formule du recyclage intelligent. Alors accrochez-vous un petit peu parce qu'il faut suivre là. Vous vous souvenez, Christian Contzen, qui connaît un type qui s'appelle Daniel Charles qui sait construire des voitures de course, et Daniel Charles, il va lui-même croiser un autre type qui s'appelle Claude Fior, à Nogaro, sur le circuit. Claude Fior, c'est un autodidacte, ancien pilote de moto, c'est aussi un type qui a inventé plein de trucs hyper ingénieux pour la compétition automobile. Son univers à lui, c'est les circuits, la bricole et s'amuser pour pas cher. Ce qui fait que entre Daniel le Radin et Claude le Zinzin, le courant passe immédiatement. Deux types, un garage, ça pourrait être le titre d'un film un peu chelou, mais non, pas du tout. C'est le début d'un rêve, celui de concevoir la voiture de sport la plus pure jamais vue chez Renault. Dans un coin d'atelier à Nogaro, ils vont monter un prototype, un châssis en aluminium, un moteur 2 litres 16 soupapes de Clio Williams 150 chevaux et une carrosserie bricolée comme ils ont pu. Du moins, ça c'est ce que j'ai lu, parce que j'ai eu beau chercher et impossible de mettre la main sur la moindre photo ou la moindre vidéo de ce prototype qu'ils avaient appelé l'araignée noire. Du coup, j'ai demandé à mon pote, ChatGPT, de vous la dessiner. C'est quoi cette merde? Voilà. Merci. Il n'empêche, l'araignée noire, elle roule, et elle roule fort! La direction est tellement précise qu'elle renvoie chaque micro-gravier dans les hanches de son pilote immédiatement. Le moteur hurle dans les oreilles, l'admission te donne l'impression d'être dans une Formule 1, alors qu'en vrai, t'as 150 petits chevaux. Et pendant ce temps, chez les grands patrons de Renault, ça commence à s'impatienter sérieusement. Bah ouais, ils l'attendent, leur voiture révolutionnaire, leur vitrine qui va convaincre tout le monde, c'est la passion avant tout! Et bah, ils ont pas été déçus. Quand ils ont vu l'araignée noire, ils se sont dit, faut quand même qu'on occupe les ouvriers à Dieppe. Allez, on l'a produit. Et puis le beau dessin, là, il nous a convaincus. Bref, la décision de lancer la production à Dieppe est prise. C'est une petite série, c'est exactement ce qu'ils savent faire, c'est parfait. Enfin, les salariés d'Alpine vont pouvoir arrêter de transformer des petites Clio blanches en voitures commerciales, c'est génial! Non. Pas du tout. Pas du tout, parce que ces gars, ils étaient fiers. Alpine, c'était dans leur cœur, dans leur trip. Et le jour où on est venu les voir pour leur dire « Hello, on va vous sauver, vous allez construire une voiture qui a été conçue par Claude et Charles, là, que vous connaissez pas », ils ont dit non. Ça nous fait chier, on connaît pas ces gens. Leur voiture, c'est peut-être de la merde. Et à ce moment-là, on leur avait même pas encore annoncé que la voiture n'allait pas s'appeler Alpine, mais Renault. Bordel! Ce qui fait que l'usine, elle se sépare immédiatement en deux groupes. D'un côté, il y avait ceux qui étaient très contents que Charles et Fior arrivent avec une voiture qui allait sauver l'usine, et en plus, une sportive. Et de l'autre, t'avais les ingénieurs purs et durs de chez Alpine qui étaient pas hyper à l'aise parce que la voiture, elle respectait pas vraiment les process de conception d'une bagnole. La sécurité, c'était ouais, vite fait, t'as vu. Ce qui fait que la conception et la fabrication de la voiture de série, la voiture finale, a été la source d'un nombre de prises de tête interminable. Et l'exemple le plus flagrant du clash qu'il y avait en interne à Dieppe à ce moment-là, c'est le saut de vent de la Renault Spider. Ouais, un truc aussi anodin, banal, presque insignifiant qu'un saut de vent a été l'objet d'une guerre à Dieppe. Claude Fior, ce saut de vent, il l'avait fait pour être léger, aérodynamique, discret, presque invisible en réalité. Mais à Dieppe, on n'est pas d'accord. Non, ce saut de vent, il est pas conforme. Les gens vont se mettre en danger avec, ils vont manger des mouches. Ce qui fait que les ingénieurs d'Alpine, ils vont refaire le design de ce saut de vent. Résultat, il pèsera 20 kg de plus pour une voiture dont la philosophie était la légèreté, et ça commence mal. Bah ouais, la voiture au départ, elle était censée peser 800 kg pour 150 chevaux, c'est cool! Sauf qu'au fur et à mesure que les ingénieurs de Renault et d'Alpine ont commencé à dire ça c'est pas conforme, ça c'est dangereux, elle s'est alourdie, et à la fin, elle pesait 930 kg. 130 kg de plus, quand tu pars d'une base de 800 kg, c'est énorme! Enfin, 930 kg, sans le pare-brise, parce que avec le fameux gros saut de vent, elle pesait 965 kg, quasiment une tonne. Il n'empêche, le projet avance et la première voiture est prête à être présentée au PDG de Renault, Louis Schweitzer. Fermez les yeux une minute, imaginez-vous dans la plus grande salle de Renault, et puis là, on vous présente deux voitures, une jaune siglée Renault Sport et une bleue siglée Alpine. Parce que ouais, à l'époque, on hésite encore. Quel nom on choisit? Ils savent qu'ils ont entre les mains deux marques hyper fortes. Renault Sport qui gagne tout en Formule 1 et Alpine qui est un putain de mythe de l'histoire de l'automobile française. Schweitzer, le grand patron, il hésite, mais quand même, son cœur balance un petit peu pour la bleue, parce qu'il aime Alpine, il aime l'idée du mythe et de l'histoire de l'automobile française. Et le voilà qui s'imagine déjà avec des SUV, Alpine, électriques, Non, je déconne, juste il s'imagine sauver le mythe Alpine. Sauf que Christian Contzen va poser une question qui va changer la donne. La question qu'il pose, elle est hyper simple et la réponse est dedans. À quoi bon dépenser des millions pour mettre en avant la marque Renault Sport en Formule 1 si derrière c'est pour ne pas utiliser la marque Renault Sport sur notre nouvelle bagnole? La décision est prise, le Spider sera une Renault Sport. D'ailleurs, ce sera la toute première voiture de série à porter le logo Renault Sport. Mars 1995, salon de Genève. Au milieu des GT allemands, des concept cars italiens, des berlines japonaises, Renault arrive avec une petite barquette, sans pare-brise, et un losange devant. Personne ne s'attendait à ça,
le public hallucine. Certains applaudissent le courage de Renault, d'autres parlent de folie, ça marchera jamais. Mais Renault assume, cette voiture c'est un manifeste, une voiture qui dit « Bordel de merde, on sait encore faire des voitures de pilotes, de passionnés ». Et le Spider c'est un exemple de simplicité. Châssis en aluminium, triangulation aux quatre coins, une direction et des freins sans aucune assistance, un moteur en position centrale arrière, une boîte mécanique à 5 rapports, aucune aide électronique, aucun artifice. Pas d'ABS, pas de direction, on meurt comme des hommes. Seule petite ombre au tableau peut-être, le moteur. C'est le F7R, celui qu'il y avait dans la Clio Williams. 150 chevaux, c'est bien, enfin, ça aurait été bien dans une voiture de 800 kg, sauf que là, elle fait quasiment une tonne, ce qui fait que, niveau motorisation, c'est un peu faiblard. Niveau perf, le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 9 et la vitesse maxi est de 215 km/h. Pas de quoi fouetter je sais pas qui, je sais pas où. Mais ça c'est que des chiffres et ils sont pas bons. Et alors, ce qui compte avec la Renault Spider, c'est pas le chrono, non, c'est l'expérience de conduite, de pilotage. Le Spider, on s'assoit pas dedans, non, on s'enfile, on se faxe à l'intérieur, on accroche ses harnais et on est pilote de F1. Tu vas pas vite certes, mais tu ressens tout, tu entends tout, l'admission juste derrière tes oreilles, le bruit des petits graviers dans les passages de roues, c'est incroyable. Le châssis est efficace, réglé aux petits oignons, précis, joueur, le train avant est rivé au sol. Sur route bosselée, c'est pas très confort, ça sautille un petit peu, mais c'est vivant, comme disent les pilotes. La Renault Spider, le Renault Spider, cette voiture c'est du sport, pas du tourisme. Et là où l'Alpine A610, il y a pas si longtemps que ça, se battait à armes inégales contre la Porsche 911, bah la Renault Spider, elle se bat à armes quasiment égales avec une autre petite sportive, la Lotus Elise. La Lotus Elise sort en 96, elle est moins puissante, 120 chevaux, mais elle fait aussi 200 kg de moins, 725 kg, et ça fait toute la différence. Ah, et il y avait aussi une autre petite anglaise en face de la Renault Spider, la Caterham 7. Plus radicale, mais une sérieuse concurrente. Et la Renault Spider, elle se place un petit peu entre les deux. Moins extrême qu'une Caterham, mais aussi un peu plus radicale qu'une Lotus. Ouais, une Renault plus radicale qu'une Lotus. Pourquoi ? Bah, parce qu'il n'y a pas de toit. Bon, niveau prix, la Renault Spider, en revanche, ça piquait un petit peu. Ça coûtait le même prix qu'un coupé allemand, bien équipé, avec de bonnes options. Et un toit aussi, pour une voiture qui n'en avait pas, qui n'avait pas de clim, ni de direction assistée, ni d'assistance au freinage, ni rien du tout d'ailleurs. Mais elle était française, et ça justifie son prix, hein ? Thank you very much. Et Renault, enfin, Renault Sport, dont on a connu les grandes années, n'est-ce pas Brice, nous qui sommes si vieux. Renault Sport, ils s'arrêtent pas là. Ils construisent des voitures de série, celles qui finissent en concession, mais surtout, ils conçoivent une formule monotype pour la compétition. Et ils l'appelleront la Spider Trophy. D'ailleurs, Renault Sport, ils vont tout appeler Trophy à partir de là. Le moteur est un petit peu plus poussé dans ses retranchements, 180 chevaux au lieu de 150, la boîte méca, c'est ciao, à la place, on te met une sadelle séquentielle, et te voilà avec une vraie petite voiture de course. Ils vont en construire 60 exemplaires qui seront tous vendus et elles vont participer à un championnat qui s'appelle la Coupe d'Europe Renault Elf. Parce qu'il faut bien des fabricants de pétrole dans l'histoire. Ces 60 bagnoles, elles vont rouler sur les plus grands circuits européens et offrir aux spectateurs des spectacles incroyables. En même temps, des voitures qui font toutes exactement la même puissance, qui sont réglées exactement pareil. Si tu veux gagner, il faut que tu sois le meilleur pilote. Ou le plus débile, je sais pas. À votre avis, j'aurais été dans quelle catégorie? Les bons pilotes ou les bons débiles? Dites-le moi en commentaire. Et au passage, pensez à vos abonnés. Je vous vois, vous là-bas. Il y a même des pilotes français, des grands pilotes qui feront leurs armes en Spider Trophy. Comme Franck Montagny par exemple, ou Romain Dumas, ou encore Sébastien Bourdet. En vrai, je sais pas qui sont ces gens, mais j'aime bien faire comme si je savais qui c'était. Le Spider vivra 4 ans, de 96 à 99. Et là, si t'es bon en maths, tu me diras que de 96 à 99, il y a que 3 ans. Sauf que si tu comptes sur tes doigts, ça fait 96, 97, 98, 99. Incroyable, non? Même si je suis paralysé, mon esprit, lui, est libre. Au total, 1726 exemplaires sortiront des ateliers de Dieppe. Et la majorité d'entre eux aura été vendus en version pare-brise et pas saut de vent. Parce que oui, ils te proposaient les deux au catalogue. Et bah, la dure loi du marché a donné raison aux mecs qui préfèrent les voitures lourdes. Bande de faibles! Et pourquoi la production s'est arrêtée? Bah, parce que la production, ça coûte cher. Au-delà des salaires et d'une usine à faire tourner, les moules qui font la carrosserie en composite, il faut les refaire, il faut les acheter. C'est beaucoup d'argent. Et il y a aussi les normes qui deviennent de plus en plus strictes. Mais surtout, il y a une voiture qui reste la référence des petites sportives ultra légères, c'est la Lotus Elise. Et face à elle, tout comme contre la Porsche 911 à l'époque, Renault faisait tout simplement pas le poids. Mais il n'empêche, le Spider a rempli sa mission. Sauver l'usine de Dieppe, hyper important, faire une voiture qui montre que Renault sait encore faire des sportives, et surtout, créer une nouvelle marque, Renault Sport, qui concevra des modèles parmi mes préférés de toutes les voitures que j'ai jamais essayées. La Twingo RS, la Clio RS, bon, sauf la 4, c'est de la merde. La Mégane RS, meilleure traction du monde, je veux rien savoir, et les fans de Honda et de Seat, allez-y, mettez des commentaires, ça fait du référencement, envoyez votre haine! Le Spider, c'est le symbole d'une époque où un constructeur généraliste comme Renault était capable de dégoupiller complètement. Et quand j'ai dégoupillé, je pèse mes mots, en vrai, il te filait une voiture qui était prête pour la compétition, sur circuit, ou même en rallye avec les Renault Sport. Et cette époque, moi, elle me manque, parce qu'aujourd'hui, en dehors de la Yaris GR qui est une super bagnole, bah...
Il y en a plus. Et voilà, je deviens un boomer, je dis que c'était mieux avant. Merci, au revoir. Non, je déconne, j'ai pas terminé. Il y a 20 ans, le Spider, je trouvais que c'était une voiture un peu moche, avec ses gros phares chelous, son cul de Corvette Wish, mais plus le temps passe, plus je vieillis et plus je la trouve vraiment cool. J'ai jamais eu la chance d'en essayer, d'ailleurs si t'en possèdes une et que tu veux qu'on fasse une vidéo dessus, vas-y, viens dans les DM, sur Instagram, par mail, je sais pas, trouve un moyen de nous contacter. Et si vous avez envie d'acheter une Spider, j'ai regardé sur le bon coin, les prix c'est entre 40 et 60 000 euros. C'est cher, mais pas tant que ça non plus pour une machine à sensation. J'espère que ce nouveau T5M vous a plu. Moi, il m'a rendu un peu nostalgique des années Renault Sport, cette marque qui a disparu au profit de Alpine. Un mal pour un bien. Bon, même si maintenant ils te foutent des logos Alpine sur des gros SUV de 2 tonnes. Putain de bordel de merde! J'espère qu'un jour Renault, ou les autres constructeurs d'ailleurs, nous referont des petites voitures de sport, des petites bombinettes, avec lesquelles tu peux vraiment t'amuser sans te mettre trop en danger. Bref, cliquez sur le lien en description, celui de notre partenaire, parce que sans lui je pourrais pas perdre tout ce temps à chercher toutes ces infos et toutes ces images pour vous raconter ces histoires, ni me payer tout ce que je peux me payer d'ailleurs. Pensez aussi à liker, vous abonner, commenter, sans vous on fait pas de vues, et sans vues on fait pas de fun, et sans fun j'en sais rien, merci, ciao!